Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonsoir à toutes et à tous. PMA, GPA, interdite en France, dont nous ne parlerons probablement pas aujourd'hui. IIU, injection intra-utérine. FIV, fécondation in vitro, avec ou sans micro-injection. ICSI, don de gamètes, décongélation d'embryons. Voici quelques sigles et termes abscons dont vous avez déjà entendu parler et qui cachent tout ce que vous avez voulu savoir sur l'assistance médicale à la procréation sans jamais oser le demander. Rassurez-vous, c'est ce que nous allons faire à votre place puisque nous avons le plaisir de recevoir dans notre magazine un des plus grands spécialistes français, le professeur Michael Greenberg, gynécologue obstétricien, chef des services de médecine de la reproduction de l'hôpital Antoine Béclère de Clamart et de l'hôpital Jean Verdier de Bondy, auteur de Les secrets de la PMA aux éditions Marabout et 10 histoires extraordinaires de naissance chez Flammarion. Professeur Greenberg, je vous laisse immédiatement entre les mains du docteur Serge Rafale pour notre première partie, l'interview, la première partie de notre magazine. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Merci Nicolas, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Professeur Greenberg, bonsoir. Bonsoir. La PMA, qui couvre quelques-uns des termes que Nicolas vient d'utiliser, regroupe l'ensemble des méthodes d'assistance à la procréation. Longtemps accessible uniquement aux couples hétérosexuels, elle a été élargie depuis 2021 aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Cette ouverture a connu un succès inattendu qui a dépassé les possibilités de prise en charge des centres spécialisés, entraînant de grosses difficultés de gestion des demandes avec des délais qui peuvent atteindre 18 et parfois 24 mois et des problèmes éthiques que nous développerons dans la partie magazine. Mais pour bien comprendre la situation, me semble indispensable que vous nous expliquiez quelques-uns des secrets de la PMA, titre de votre ouvrage chez Marabout. En fin de magazine, nous évoquerons une des 10 histoires extraordinaires de naissance chez Flammarion. Alors, avant de parler de la PMA proprement dite, je souhaiterais que vous nous parliez des protagonistes, les ovules et les spermatozoïdes, et que vous nous disiez un mot sur le bilan d'infertilité, puisque par définition, la PMA s'adresse à des couples infertiles ou à des dames désireuses de concevoir. Alors, merci déjà de m'inviter aujourd'hui, c'est un grand plaisir. Oui, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Alors, en fait, c'est important d'utiliser le terme de bilan d'infertilité en sachant, et vous l'avez bien précisé, de dire qu'il y a des femmes qui ne sont pas infertiles, puisque maintenant, avec les ouvertures de la loi, il y a des femmes célibataires ou des femmes en couple de femmes qui ne sont pas forcément infertiles, mais de fait ne peuvent pas avoir d'enfants, puisqu'elles ne sont pas dans les conditions, en n'étant pas avec un homme, de pouvoir en avoir. Et pourtant, les bilans, à partir du moment où on va avoir recours à des techniques d'assistance médicale à la procréation, quelles qu'en soient les modalités, on va devoir faire un bilan initial pour savoir si la faisabilité de ces techniques et pour savoir quand on a effectivement un couple infertile, d'où peut venir le problème. Alors chez l'homme, on va dire que c'est relativement simple. Comme bien souvent en assistance à la procréation, l'homme est souvent pas très très exploré et finalement beaucoup moins investi physiquement, en tout cas dans les traitements, on en reparlera sans doute vous après. donnez des chiffres qui sont importants dans votre livre, puisque vous dites 2 tiers des infertilités sont masculines. Et pourtant, et aujourd'hui, on se retrouve à faire des bilans qui sont des bilans finalement assez simples, un spermogramme, une analyse de sperme, avec un recueil qui se fait au laboratoire, pour vérifier qu'il y a bien des spermatozoïdes, que la quantité, la mobilité, tout ça, cela soit correct. La deuxième partie, ça va plutôt être pour la femme, et là c'est beaucoup plus complexe, puisqu'il va falloir essayer d'analyser les ovaires, l'utérus, vérifier que les trompes soient perméables, en fait que ce triptyque soit bien présent et fonctionnel pour faire en sorte que soit il y ait quelque chose qui cloche à ce niveau-là et que ça explique l'infertilité, les trompes sont bouchées, donc de fait, les spermatozoïdes ne peuvent pas rencontrer les ovules, il n'y a pas d'ovulation, donc c'est les ovaires qui dysfonctionnent, et en fait, on va essayer de comprendre, de voir s'il y a un problème. Sauf que dans 10 à 15% des cas, on ne retrouve rien. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de cause à l'infertilité ? Sans doute pas. C'est sans doute que nos bilans aujourd'hui ne sont pas suffisamment performants, et aujourd'hui, on n'est pas capable d'ailleurs de savoir qui est fertile et qui n'est pas fertile. On sait qu'il y a des hommes avec des spermogrammes qui sont pourtant très mauvais, qui n'auront aucune difficulté à avoir des enfants naturellement, et des femmes qui ont des bilans qui seraient pathologiques si on les trouvait chez des femmes infertiles,
et qui pourtant ont des enfants sans aucun problème. On peut avoir des enfants avec des ovaires qui fonctionnent en quantité relativement pauvre, et pourtant c'est des femmes qui ont des enfants. Donc en fait, il y a énormément de choses encore à découvrir dans ce domaine, encore beaucoup de magie. Vous pouvez nous dire un mot, professeur Grimbert, sur l'ovule et l'ovocyte. Alors, on apprend dans votre livre que leur nombre est fixe. Il y en a 1 million à la naissance, de 400 000, 30 000 à 400 000 à la puberté. Donc, 400 ovulations qui vont être finalement le cycle menstruel. Ouais, et en fait, c'est un énorme enjeu aujourd'hui. C'est-à-dire que contrairement à l'homme produit des spermatozoïdes à partir de la puberté jusqu'à un âge très avancé. Ça veut dire qu'on peut même avoir un âge quasi canonique, avoir des enfants quand on est un homme. Et c'est une grosse inégalité homme-femme, puisque les femmes, elles, commencent à partir de la puberté à avoir des cycles, à donc pouvoir ovuler et donc avoir des enfants. Mais bien entendu, c'est pas vers 12-13 ans au moment de la puberté qu'on cherche à avoir des enfants. Et c'est en général pas non plus à l'âge de la ménopause, puisque c'est là que ça s'arrête, à 50 ans. Et vous dites donc, la fertilité maximale entre 20 et 30 ans. Elle est entre 20 et 30 ans. Et sauf que entre 20 et 30 ans, il y a déjà beaucoup d'ovules qui ont été perdus, puisque le pic du nombre d'ovules dans les ovaires, il est maximum pendant la vie in utero, pendant la vie intra-utérine chez la petite fille. Et en fait, déjà à la naissance, on en a perdu beaucoup. À la puberté, on en a perdu énormément. Et ensuite, sur ces 400 ovules qui vont être ovulés, eh bien, il va falloir que la femme, pendant toute cette période reproductive, fasse son quota désiré d'enfants. Et donc, ça laisse finalement une fenêtre relativement restreinte, puisque si on voit qu'aujourd'hui, l'âge de la première grossesse, c'est 30 ans en moyenne dans nos pays, en France, dans les pays industrialisés, on s'est calé un peu sur tous les pays, tous les grands pays, les pays les plus avancés au niveau industriel, eh bien, avec les avancées sociétales, les femmes font des enfants de plus en plus tard. Sauf qu'il y a aussi beaucoup de séparations, beaucoup de divorces, beaucoup de nouveaux couples qui ont déjà souvent des enfants de leur côté, et qui veulent avoir un deuxième, un troisième, un quatrième, ou alors, dans le cadre d'une nouvelle union, un nouvel enfant entre eux. Et donc, on a de plus en plus de femmes qui viennent nous voir à 38, 39, 40, 41, et qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont pas leur quota d'enfants, ce qu'elles auraient aimé avoir. Et en fait, celles-là, malheureusement, on arrive un petit peu après la bataille, avec des ovaires qui ont déjà vieilli, qui sont vieillissants, et en quantité et en qualité, pour lesquels l'assistance à la procréation va pas forcément être très très efficace. Alors on revient juste un instant sur les spermatozoïdes et vous dites en fait chacun d'entre nous produit 120 millions de spermatozoïdes par jour en moyenne. Ouais, c'est ça. La femme produit un ovule tous les mois, un seul et unique, un élu. L'homme produit des millions de spermatozoïdes quotidiennement qui peuvent s'expulser à chaque rapport sexuel sans aucun problème. Le lendemain, il y en aura encore 120 millions. Mais pas énormément. Professeur Grimbert, vous dites que les spermatozoïdes ne représentent que 1% du volume du sperme. Alors, le grand paradoxe, c'est qu'il y a des hommes qui sont persuadés qu'ils n'ont aucun problème parce qu'ils éjaculent tout à fait naturellement, mais il est impossible de savoir s'il y a des spermatozoïdes ou pas dedans. Comment on explique la diminution de la fertilité ? Alors, je ne sais pas s'il y a une vraie diminution de la fertilité. On a beaucoup entendu parler de la diminution des paramètres du sperme. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que la fertilité, je vous l'ai dit avant, en fait, les femmes font des enfants aussi plus tard. Et la fertilité, c'est un homme, une femme pour avoir des enfants. En revanche, ce qu'on sait, c'est que quand on se base que sur une analyse brute des paramètres du sperme, on s'aperçoit que par rapport à il y a 30 ans, il y a une baisse considérable de cette concentration, du nombre de spermatozoïdes par millilitre. Alors, comment ça s'explique ? Sans doute par des facteurs environnementaux et des modes de vie qu'on a acquis au fil des années et qui se sont modifiés au cours des 30 à 40 dernières années. La chaleur, les jeans, les vêtements, la chaleur, peut-être. Et en fait, finalement, l'exposition, peut-être même in utero, à des pesticides, à des environnements qui ne sont pas propices à une bonne production de spermatozoïdes. Et on voit que il n'y a pas que des anomalies de nombre. On sait qu'il y a aussi des malformations des organes génitaux chez l'homme qui sont plus fréquentes maintenant qu'elles n'étaient il y a 30 ans. Et en fait, on pense que c'est tout notre environnement qui s'est modifié et qui impacte les spermatozoïdes. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on prend les prévisions les plus alarmistes, ça peut être l'extinction de l'espèce, carrément. Parce que si on voit qu'on a une baisse drastique de ce nombre de spermatozoïdes en 30 ans, qu'est-ce qui va en être dans les 30 prochaines années ? Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'en dépit de cette baisse de nombre de spermatozoïdes,
il n'y a pas de baisse réelle de la fertilité. Les gens continuent Mais à avoir le nombre d'enfants qu'ils veulent avoir en Mais moyenne. il y a quand même en France une baisse de la natalité. On verra tout à l'heure Il y a avec une baisse de la Eva Soto. Alors, on va en venir à la PMA. Donc, jusqu'à 2021, le 4e décret, elle est réservée aux couples hétérosexuels. Et puis, ça a changé. Et puis ça a changé parce que évolution finalement, je dirais normale, sociétale. La société a évolué. On acceptait que des femmes célibataires puissent adopter des enfants. On acceptait, c'était déjà dans la loi, que des femmes en couple puissent adopter des enfants, alors qu'elles sont pour autant parfaitement équipées, je dirais, pour essayer d'avoir des enfants si elles avaient le partenaire ou si elles pouvaient le faire avec un partenaire masculin. Eh bien, il était logique finalement de pouvoir leur ouvrir la possibilité d'accéder à la PMA, puisque jusque-là, le don de sperme n'était autorisé que pour les femmes qui étaient en couple hétérosexuel et qui étaient avec un partenaire qui ne produisait pas de spermatozoïdes. Et dans ce cas-là, elles pouvaient faire une demande pour bénéficier de paillettes, ce qu'on appelle des paillettes de sperme, du sperme congelé qui vient d'un tiers donneur, pour pouvoir les utiliser. Et donc la loi a permis que désormais, ces donneurs peuvent être utilisés aussi pour des femmes qui ne sont pas finalement exposées à la grossesse parce que célibataires ou en couple de femmes. Qui finalement peut profiter de la PMA actuellement là, dans vos services? Alors aujourd'hui, la PMA elle est ouverte aux couples hétérosexuels, aux couples homosexuels femmes, aux femmes célibataires, des femmes qui doivent avoir plus de 18 ans et moins de 43 ans, et c'est un facteur indispensable pour les femmes en couple hétérosexuel, un homme de moins de 60 ans. La loi a mis aussi une limite à l'âge masculin qu'il n'y avait pas auparavant, avant ces révisions des lois de bioéthique. Et donc maintenant, même si une femme rentre dans les critères, admettons une femme de 30 ans, si elle est avec un homme de 60 ans ou plus, elle ne pourra pas bénéficier de la PMA en France. Obligée de partir à l'étranger. Obligée de partir à l'étranger. Alors, pour la PMA, enfin dans la technique proprement dite, donc il faut une stimulation ovarienne? Bien souvent, alors la PMA globalement, donc c'est des techniques. C'est pas, C'était les sigles dont tu as parlé tout à l'heure, Nicolas, qui effectivement peuvent rebuter. Qui peuvent être un peu compliqués. En fait, il y a deux grandes techniques en assistance médicale à la procréation. Il y a les inséminations intra-utérines, les IIU, et la fécondation in vitro, la FIV. Et en fait, dans ces deux contextes-là, il va falloir, si on fait des inséminations, on va essayer de favoriser un petit peu ce qui est fait par le processus naturel, c'est-à-dire d'optimiser un peu. On va stimuler très modérément les ovaires de la femme, qui produit normalement tous les mois un ovule. On va essayer de lui en faire produire 2. Ça veut dire prendre potentiellement un risque de jumeaux. Et on va arriver à replacer des spermatozoïdes au fond de l'utérus dans un timing un peu parfait. Donc on va suivre l'ovulation, on va déclencher l'ovulation quand on le veut et remettre les spermatozoïdes au moment où on le veut. Et ensuite, tout se passe finalement naturellement. Une fois que les spermatozoïdes sont dans l'utérus, la rencontre se fait sans maîtrise médicale. Si elle doit se faire, elle se fait. Si elle ne doit pas se faire, elle ne se fait pas. Et on différencie de ces inséminations intra-utérines la FIV. La FIV qui est une technique plus lourde, puisque la stimulation va être beaucoup plus forte. On va faire produire à la femme 10, 15, 20 ovules si elle en est capable. Les prélever au bloc opératoire, donc il y a une anesthésie locale ou générale, un prélèvement au bloc opératoire. Donc on prélève les ovocytes. Donc il y a une différence entre l'ovule ovocyte, ovule, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est l'ovocyte et le terme médical. Où on va prélever par les voies naturelles, on va mettre une aiguille à l'intérieur du vagin, on va rentrer dans le ventre et dans les ovaires pour récupérer les ovules qu'on aura stimulés. On les récupère, on en récupère un certain nombre, et là, on va les mettre avec les spermatozoïdes du partenaire pour constituer des embryons. Embryons qui seront ensuite replacés dans l'utérus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où on a des embryons, donc on est déjà la première étape de la vie, et on ne peut pas se permettre d'aller remettre 3, 4, 5 embryons en même temps. Il faut les remettre un par un, éventuellement 2 par 2, mais on ne peut pas les remettre 5 par 5 parce que sinon ça pourrait être des risques de grossesse quintuples, ce qui est une catastrophe d'un point de vue obstétrical. Mais on est capable de maîtriser la congélation des embryons, donc on peut remettre ces embryons un par un, 2 par 2, et si ça ne marche pas, ou si ça marche et pour un éventuel deuxième enfant, eh bien on peut replacer ces embryons qui auraient été congelés, les embryons surnuméraires. Nicolas parlait tout à l'heure de l'ICSI. Alors l'ICSI, c'est une technique particulière de fécondation in vitro. La FIV, conventionnelle, en fait, on va prendre un spermatozoïde un ovocyte qu'on aura prélevé au bloc opératoire,
on va mettre une gouttelette de spermatozoïdes préparés avec des milliers de spermatozoïdes autour. Dans l'ICSI, c'est quand on a très très peu de spermatozoïdes. Et dans ce cas-là, on va en sélectionner un au laboratoire, les biologistes en sélectionnent un, et ils vont en quelque sorte forcer la fécondation. Ils vont faire rentrer le spermatozoïde à l'intérieur de l'ovule pour constituer l'embryon. Donc il y a une manipulation pour faire rentrer le spermatozoïde à l'intérieur de l'ovocyte, alors que dans la FIV plus classique, c'est une sélection qui va se faire naturellement. L'ovocyte va sélectionner lui-même parmi des milliers de spermatozoïdes le fameux élu qui pourra pénétrer à l'intérieur. Ça veut dire qu'on peut là utiliser un sperme qui n'est pas très très vaillant. Autrefois, on mesurait la mobilité des spermatozoïdes, et là, dans votre ouvrage, vous expliquez qu'en fait, c'est pas... Et maintenant, en fait, on peut se contenter d'un nombre très très faible de spermatozoïdes. C'est des hommes qui, avant l'ICSI qui est apparu en 1992, étaient considérés comme stériles ou de toute façon ne pouvaient pas bénéficier de la FIV parce que la FIV conventionnelle ne marchait pas. Il y avait trop peu de spermatozoïdes. Donc ça a été une des avancées majeures en assistance médicale à la procréation. Il y a des causes psychologiques peut-être, vous dites, professeur Grimbert. Il y a des grossesses spontanées dans les 3 années qui suivent une PMA. On les explique comment ? Il y en a. On les explique pas. On les explique pas. Non, je pense que c'est hyper compliqué. Le psychologique joue, c'est indéniable. On le voit, il y a des femmes qui ont des chocs psychologiques, qui se mettent à arrêter d'avoir leurs règles, donc qui n'ovulent plus. Donc c'est des choses qui expliquent le fait que ça puisse ne plus fonctionner. Maintenant, dire que il y ait à proprement parler vraiment beaucoup d'infertilité qui soit d'origine psychologique, je ne pense pas. Il y en a beaucoup qui sont expliquées, il y en a qui sont inexpliquées, mais sans doute pas parce qu'elles viennent du psyché, mais par sans doute d'autres explications qu'on n'a pas à l'heure actuelle, qu'on ne sait pas, notamment génétiques, qu'on ne sait pas aujourd'hui retrouver. Mais bien sûr que pour notamment les taux de succès de l'assistance médicale à la procréation, ce sont des hommes, des femmes qui sont en souffrance, et il faut les aider pour les mettre dans les meilleures conditions psychologiques pour arriver à obtenir cette grossesse. Et parfois, même après des années de PMA et d'échecs de PMA, parce que c'est des techniques qui ne marchent pas toujours, des fois, c'est des couples, des femmes qui ont le bonheur de pouvoir avoir une grossesse qui vient un peu comme ça. Et on en a aussi beaucoup qui ont leur premier enfant en PMA et qui ont le 2e ou le 3e, et après ça enclenche le système et ça vient naturellement. Alors il y a des questions qui sont des questions très très simples. Est-ce que la pilule réduit la fertilité ? Alors la pilule elle empêche la grossesse le moment venu, mais à l'arrêt, une fois qu'on l'arrête, il n'y a aucun problème. Elle ne fait pas vieillir les ovaires plus vite, on n'est pas ménopausé plus tôt, il n'y a aucun problème avec la pilule. Est-ce que les vitamines améliorent la fertilité ? Là, on voit des patientes qui avalent des compléments alimentaires. Globalement, non. À part pour les femmes qui sont carencées, il n'y a quasiment pas d'intérêt à ces vitamines, si ce n'est l'acide folique qui est indispensable pour éviter des malformations chez les fœtus. Vous pouvez nous dire, professeur Grimbert, un mot sur les sécos. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Et là, il y a un souci avec le don de gamètes en particulier. Alors les sécos, en fait, c'est aujourd'hui une entité qui gère, ça s'appelle les centres de conservation, d'études de conservation d'études des œufs et du sperme. Donc en fait, c'est l'acronyme pour finalement qui rassemble. Il y en a une trentaine en France. Il y en a une trentaine en France. En fait, c'est les organismes qui sont en charge de la congélation, de maintien des ovules et des spermatozoïdes congelés, et qui aussi sont les organes qui sont là pour dispenser les paillettes d'ovules ou de sperme pour les hommes et les femmes qui en auraient besoin dans le cadre d'AMP avec tiers donneur. Et dans ce cas-là, quand on regarde le don de sperme, on en a parlé un petit peu pour les femmes célibataires et les femmes en couple, on sait il y a des délais d'attente d'environ 1 an pour bénéficier de paillettes de sperme aujourd'hui. C'est le délai. Pour les ovocytes, les femmes qui ne produisent plus d'ovocytes, soit parce qu'elles sont trop âgées au moment où elles veulent leur grossesse, soit parce que les ovaires se sont mis à dysfonctionner trop tôt et qu'elles sont ménopausées précocement ou qu'elles n'en produisent pas assez, on peut les orienter vers ce qu'on appelle le don d'ovules. Et malheureusement, le don d'ovules, c'est beaucoup plus compliqué. Vous dites c'est 3 ans à peu près. C'est entre 2 et 3 ans en moyenne. Je vous ai entendu dire, c'est des délais qui sont insupportables. C'est des délais insupportables. C'est insupportable parce qu'en l'occurrence, on a de plus en plus de femmes qui en auraient besoin, parce qu'on a des femmes de plus en plus âgées, qu'on a à prendre en charge avec des ovaires qui malheureusement ne produisent plus d'ovules en quantité ou en qualité suffisante, qui pourraient bénéficier de ce don d'ovocytes.
Et malheureusement, on n'a pas assez, on a 2-3 ans d'attente, et il faut que ce don d'ovocytes soit fait avant 43 ans, d'après la loi. Donc en fait, la majorité des femmes qui font la demande après 40 ans sont orientées vers l'étranger, à leurs frais, puisqu'on n'a pas les moyens humains en tout cas, et matériels de pouvoir les prendre en charge. En cause également la gratuité du don. Sans doute. Culturellement, on n'est sans doute pas un pays très enclin à donner. C'est vrai pour le don d'organes en général d'ailleurs. Et sans doute encore moins des ovocytes, parce que les gamètes, c'est, qu'on le veuille ou non, c'est un don très particulier. Même si on ne donne pas un enfant, eh bien, le cheminement psychologique pour se dire qu'on est capable de donner ce qui pourra donner un enfant derrière est complexe pour beaucoup. Et en France, peut-être plus que dans d'autres pays, notamment l'Espagne. Et puis, bien sûr, il y a la gratuité, puisque en France, les dons doivent être gratuits. Le problème, c'est qu'on voit que quand on va en Espagne, les donneuses sont dédommagées 900 €, ce qui ne me paraît pas être une aberration vu la lourdeur du traitement. On sait bien que ce n'est pas des femmes qui vivent de ça, parce que c'est trop lourd, et en général, elles font 2-3 dons et elles s'arrêtent là. Donc, c'est pas un business, et c'est pas un métier d'être donneur. Donc, c'est dommage qu'en France, on n'ait pas l'ouverture d'esprit de se dire il va y avoir que des dérives, et donc non, ça pourrait très bien marcher, et on n'aurait sans doute pas ces délais. On serait sans doute pas obligé d'envoyer tant de femmes à l'étranger si on dédommageait les donneuses. Nicolas, tout à l'heure, disait qu'on ne parlerait pas de la GPA. Elle est interdite chez nous depuis 1994, mais la justice procède en fait à une retranscription de l'acte civil délivré à l'étranger, Ouais. c'est ça ? Oui, ça veut dire que c'est compliqué, hein. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ce système de la PMA. On en parlait tout à l'heure. Les dons, par exemple, on a dit que le don d'ovocytes n'était pas dédommagé en France. Et c'était 900 € quand on allait à l'étranger. Sauf que on accepte que les femmes aillent à l'étranger. Et la France, la sécurité sociale, paye 1500 € à des couples qui vont aller faire une PMA à l'étranger. Donc on ne dédommage pas, et on va entretenir un système où les donneuses sont dédommagées. C'est un peu pareil avec la GPA. Pour le coup, ça me paraît raisonnable, parce que c'est des couples qui vont quand même à l'étranger quand ils ont les moyens de le faire. Parce que GPA, ça veut dire c'est les mères porteuses, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Très mauvais terme, mais voilà. C'est des femmes qui portent pour autrui. Et dans toutes les cultures et dans toutes les religions, la mère, c'est celle qui accouche. Donc ça veut dire que celle qui va accoucher va devoir faire un acte pour expliquer, d'un point de vue juridique, qu'elle ne sera pas la mère de cet enfant qu'elle aura porté et qu'elle aura mis au monde. Et que cet enfant devra être l'enfant du couple qui en aura fait de la demande, ou de la femme qui en aura fait la demande et qui ne pouvait pas porter l'enfant. Donc ça a été très très compliqué, parce que pendant des années, ces enfants-là ne pouvaient pas, étaient adoptés par le père était le père, puisqu'on utilisait ses spermatozoïdes, donc il n'y avait pas de problème. Mais il fallait que la mère, qui était la mère d'intention, adopte son enfant, puisque c'est pas elle qui l'avait mis au monde. Et ça a été très compliqué pendant des années, puisqu'on refusait de retranscrire tous les actes d'état civil. Maintenant, on a essayé de faciliter un peu ça. Alors on va dire, mais c'est de l'hypocrisie. On refuse la GPA, mais on facilite quand même. Mais bien sûr qu'il faut faciliter. La GPA, éthiquement, c'est très compliqué. C'est sans doute une des questions éthiques les plus compliquées en PMA. Mais on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et à partir du moment où des couples y ont recours, et qui veulent vivre en France et qu'ils sont français, je pense qu'il faut quand même faciliter. Il faut penser à ces enfants qui sont dans une situation catastrophique, et à ces parents qui sont dans des situations quand même dramatiques s'ils n'arrivent pas à faire reconnaître leur enfant. Donc heureusement qu'on a pu faire avancer un peu les choses là-dessus. Alors, avant d'aborder la discussion dans la partie magazine, je voudrais juste que vous nous disiez, parce qu'effectivement, on a parfois des idées reçues sur la grossesse après PMA. C'est à risque ou pas à risque, une grossesse PMA ? À partir du moment où ce sont des grossesses singletons avec un seul embryon, un seul bébé, ou éventuellement gémellaire, ce ne sont pas des grossesses qui sont plus à risque que des grossesses normales. Ce sont des grossesses finalement, des grossesses qui vont avoir le même suivi qu'une grossesse conventionnelle. Sauf si le terrain de la femme sous-jacent est un terrain à risque, auquel cas, mais c'est exactement la même chose pour une femme qui aurait son enfant naturellement et qui aurait de la pathologie lourde, diabète, hypertension, elle sera plus suivie. Est-ce qu'il y a plus de complications chez les enfants issus de PMA ?
La réponse est globalement non. Pourquoi j'utilise Vous le mot dites qu'on n'a globalement ? pas de recul suffisant. Je crois avoir vu ça dans votre Alors, on commence à ouvrage. avoir le recul parce que la première naissance, c'est 1978. Donc, on commence à avoir du recul. Et on sait que globalement, tous ces enfants vont bien. Ils vont Il n'y bien a pas de risque physiquement. de prématurité? Alors, la prématurité, elle est liée aux grossesses multiples quand elles y sont. Il n'y a pas forcément de grossesses multiples augmentées dans les grossesses issues de PMA. Sauf que il y en a beaucoup qui considèrent encore ces grossesses comme un risque, y compris des obstétriciens ou des femmes, et qui vont se mettre beaucoup de pression et qui vont souvent dire non mais je préfère accoucher un peu plus tôt parce que elles sont terrorisées par cette grossesse, elles ont peur de ne pas pouvoir mettre au monde cet enfant, et donc certains vont induire un peu de la prématurité liée à ça pour faire accoucher ces femmes-là un petit peu plus tôt. Il y a un tout petit surrisque, mais très très faible, de malformations cardiaques. Malformations qui sont en général bénignes. Enfin, on arrive à s'en sortir. De temps en temps, il faut opérer ces enfants à la naissance, mais c'est un très faible surrisque, très très faible. Donc c'est pas un risque zéro. Maintenant, il n'y a pas de risque zéro en médecine, mais c'est des hommes et des femmes qui n'auraient pas eu d'enfants s'il n'y avait pas eu la PMA. Donc il faut voir quel risque on est prêt à prendre. C'est des risques infimes. Vous expliquez dans votre livre, ce sera ma dernière question, qu'une grossesse entraîne une forte imprégnation hormonale, surtout dans ces conditions. Et vous dites finalement non, c'est pas risqué en cas de cancer. Or, nous, on a le dogme du traitement hormonal qui peut-être pourrait être dangereux. Alors, c'est vrai, déjà la PMA, les traitements de PMA, même s'il y a des stimulations ovariennes, n'augmentent pas le risque de cancer chez la femme. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus, et même si on fait 2, 3, 4, 5, 6 FIV, il n'y a pas de surrisque. Ça, c'est important à entendre. Et effectivement, des femmes, on a de plus en plus de femmes maintenant qui ont eu des cancers, notamment des cancers hormonodépendants, des cancers du sein. C'est des femmes qui veulent avoir des enfants après, puisqu'on guérit de mieux en mieux. C'est des femmes jeunes qui guérissent, fort heureusement, tant mieux pour elles, et qui n'ont pas pu avoir le nombre d'enfants qu'elles voulaient, ou même pas pu commencer leur projet de maternité. Et donc, on les voit arriver dans nos services, n'y arrivant pas parce qu'elles ont souvent eu de la chimiothérapie. Elles ont même souvent maintenant congelé des ovocytes à visée de préservation de la fertilité avant la chimiothérapie. Et la question était, est-ce qu'on peut leur faire des PMA chez ces femmes-là qui, pendant très longtemps, on leur a dit non, cancer du sein, surtout pas de grossesse, c'est trop dangereux. Eh bien non, c'est pas plus dangereux. Et même si elles sont obtenues après PMA, c'est pas plus dangereux. Et on peut leur donner des hormones à ces femmes-là si la situation est stabilisée d'un point de vue oncologique, des femmes qui sont suivies régulièrement, si on a un peu de recul, si on est à 2 ans du cancer, a priori, pour l'immense majorité de ces femmes-là, il n'y a aucun risque à faire des traitements d'assistance médicale à la procréation. Vous expliquez dans votre ouvrage Histoire extraordinaire les problèmes avec le conjoint qui a un cancer, mais on en parlera peut-être à la fin de cette émission. Professeur Grimbert, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, merci pour cet entretien et vous m'avez convaincu, professeur. Je vais, pendant la pub, profiter, puisqu'actuellement j'ai moins de 60 ans, ça ne va pas durer, mais je vais peut-être aller faire un don. Allez, pendant la pub et on se retrouve juste après. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi avec un invité, Et je suis ravie d'être invitée à Radio J. des chroniques et un coup de cœur à vous faire découvrir. Réécoutez cette émission à partir de 22h sur Radio J. Radio J. Chaque semaine, et particulièrement en période de tension, l'hebdomadaire Actualité Juive va encore plus loin, avec des analyses et des informations fiables, précises, objectives sur Israël, le Moyen-Orient, la lutte contre l'antisémitisme et l'actualité politique en France. Actualité Juive, France, Israël, communauté, judaïsme, mémoire, société, culture, abonnez-vous ou réabonnez-vous en formule papier ou digitale sur le site actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Radio J. Radio J. כשאת לא כאן אני יודע שאנחנו משתנים, שהחיים קצרים נגמר לנו הזמן. אולי תבואי אליי ותתני לי נשיקה על השפתיים, השפתיים. אני אוהב את זה כשאת בסלריה, אני מזל מאזניים ובינתיים. Radio J. Radio J.
Vous écoutez Radio J. Radio J. Montez le son. Vous écoutez Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Et on se retrouve pour la deuxième partie de Réfoy le Mag en ce mardi soir. Et on continue de s'entretenir avec le professeur Michael Greenberg par rapport à ces deux ouvrages. Et on a encore plein de questions à vous poser avant que de retrouver notre professeur de l'info, notre mère à tous, Eva Soto, dans quelques instants. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas. Mais vous voyez, vous me faites déjà rien qu'à répondre. Mais ouais, je sais. Une première question alors. Professeur, une première question dans cette partie Réfoy le Mag. Le taux de réussite de la PMA, ça marche pas à tous les coups malgré les progrès de la médecine. On sait que c'est à peu près 30 000 naissances par an. Ouais, c'est ça. On considère que sur une classe aujourd'hui de 30 enfants, il y en a au moins un qui est issu de PMA. Donc, mais malheureusement, la PMA est une médecine particulière. Elle marche pas très très bien. Elle dépend beaucoup de l'âge de la femme. Alors, on en revient toujours à la femme. C'est vrai que l'homme, on va finir par croire qu'il impacte très peu. Il impacte quand même. Vous disiez moins de 43 ans en France dans la première partie de l'émission. Mais c'est vrai que à partir de 38, 39, 40 ans, il y a un vrai déclin de la qualité des ovules qu'on ne sait pas pallier avec nos techniques. Donc, en gros, on sait que quand on prend tous les hommes et les femmes qui ont recours à la PMA aujourd'hui, donc c'est difficile de faire des stats là-dessus parce qu'il y a des femmes de 18, 19, 20 ans et il y a des femmes de 42, 43 ans là-dedans. Mais si on poule tout le monde, c'est 30% de succès, 30% de naissance. Ça monte un peu. Donc il y a 120 000 tentatives par an, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Mais donc ce qui est beaucoup et pas beaucoup. Alors c'est 30% pour des gens qui étaient à quasi zéro. C'est opérateur dépendant, puisque en médecine... un petit peu et beaucoup labo dépendant aussi. Donc ça dépend aussi du laboratoire. Mais globalement, il faut se dire qu'on va être plutôt à 50-60% chez des femmes qui ont moins de 35 ans, voire 70%. Et après ça baisse et c'est là que... Alors, parlons à présent des problèmes qu'a entraîné le décret de loi de 2021, une société qui était divisée pour plusieurs raisons, diverses raisons. Le développement de l'enfant, sa filiation et l'accès à ses parents biologiques, la santé et l'autonomie des femmes et la non-commercialisation du corps humain. Où est-ce qu'on en est 2 ans après ? On en est que, sur le principe, c'est très bien que ce soit passé comme loi et on est ravis globalement dans notre domaine qu'on ait pu élargir le champ de la PMA. Ceci étant, c'est une loi qui est mal passée. Elle est mal passée parce qu'en fait, elle a restreint considérablement le nombre de centres qui étaient autorisés à délivrer des paillettes de sperme, à mettre d'emblée des âges limites qu'il n'y avait pas. Donc ça voulait dire que du jour au lendemain, à partir du moment où la loi était promulguée, un homme qui avait plus de 60 ans ne pouvait plus, alors qu'on l'aurait pris 3 jours avant, du jour au lendemain, on ne pouvait pas le prendre. Et nous-mêmes, on n'a pas été avisés de ça. Donc on n'a jamais pu préparer nos couples à ça. Mais donc, il y avait des paillettes qui avaient été prélevées. Qu'est-ce qu'on en a fait ? En fait, on peut plus utiliser. Il y a des couples qui avaient des embryons, qui étaient en cours, qui avaient eu un échec de transfert de leur embryon. La femme a eu soit plus de 43 ans ou l'homme dépassait les 60 ans. Ça veut dire que les embryons restants, on n'a jamais pu les utiliser. Obligé de les jeter ? Obligé de les détruire. Donc, de la même manière, on a ouvert la PMA on a ouvert l'autoconservation des ovocytes, donc la congélation d'ovocytes, pour des motifs qui ne sont pas médicaux. Jusque-là, c'était que les femmes qui avaient des cancers ou des maladies, qui allaient avoir un déclin accéléré de leurs ovules, du stock d'ovules. Eh bien, on leur permettait
de mettre de côté des ovules pour essayer, si jamais elles se retrouvaient dans l'incapacité d'avoir des enfants, de pouvoir en bénéficier. Et ça, on l'a ouvert pour des femmes qui n'avaient pas de problème de santé. Et là, ça a été la folie. Parce qu'on est le seul pays à l'avoir fait gratuitement. Ça, ce qui est un peu particulier, puisque c'est pas indispensable du tout comme acte de congeler des ovocytes. La majorité d'ailleurs de ces femmes ne les utiliseront jamais. On a des stats à l'étranger, il y a moins de 10% des ovocytes qui sont réutilisés. Donc, parce qu'elles auront leurs enfants, fort heureusement, naturellement. Mais on a des demandes qui sont incroyables. Vous expliquez qu'on était à 2000 demandes, qu'on est à 15 000 demandes, et vous dites le nombre de centres a été réduit. Mais c'est ça, on a aujourd'hui que les centres publics qui sont autorisés à faire ça. Alors depuis les coups de gueule incessants, ils sont en train de dire qu'ils vont augmenter le nombre de centres pour pouvoir le faire. Là, c'est 15 mois au lieu de 6. C'est mais ça, c'est aujourd'hui, l'attente. moi, dans les 2 services où je suis, on ne prend plus les patientes. Parce qu'on sait qu'on a plus de 2 ans d'attente. Oui. On est censé faire cette congélation d'ovocytes pour lutter contre le temps. Et si on leur dit d'emblée, c'est une course contre la montre, mais on ne peut rien faire avant 2 ans, on perd notre temps. Enfin, c'est nul. Les difficultés, elles proviennent principalement de la loi de bioéthique de 2021 ? En fait, elles proviennent de la... Enfin, encore une fois, cette loi, c'est un vrai progrès, mais en fait, ça a été mal mis en place. Donc, on nous a donné, on a ouvert et on a mis plein d'espoir pour les professionnels et pour les femmes surtout. Et en fait, d'un autre côté, on fermait le robinet. On l'ouvre d'un côté, on le ferme de l'autre. Vous écrivez, en fait, elle a été victime de son succès, pas de son rejet. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, une dernière question là dans cette seconde partie de Réfoy, il y aura d'autres questions un petit peu plus tard. Les solutions préconisées, quelles sont-elles alors aujourd'hui en faisant ce bilan ? Le bilan, c'est sans doute qu'il faut augmenter le nombre de centres pour pouvoir congeler des ovocytes aujourd'hui. Ça, Vous pensez que c'est dans l'air du temps, ça ? C'est dans l'air du temps. A priori, ils sont en train de réfléchir à ça et ça va s'ouvrir. Donc oui, parce qu'il va falloir le faire. Il n'y a pas une concentration dans certains départements Si, c'est une problématique qui est plutôt francilienne. L'Île-de-France concentre le gros de ses demandes. Il y a moins de délais, si on va à Nantes ou si on va à Grenoble. Mais déjà, ça veut dire que les Parisiennes ou les Franciliennes doivent aller là-bas. Et en général, elles ne veulent pas forcément, puisqu'elles vont rester vivre et elles veulent utiliser leurs ovocytes à l'endroit où ils ont été stockés. Donc, c'est pas logique de devoir aller les envoyer en province. Et en général, d'ailleurs, en province, ils veulent pas, parce qu'ils demandent où vous habitez. Ils disent, mais pourquoi je vais vous congeler les ovocytes ici, alors que vous habitez à Paris ? Et donc, en fait, c'est un cercle vicieux. Donc, ça peut pas fonctionner. Donc, il faut augmenter. Dans les zones où il y a le plus de demandes, il faut augmenter le nombre de centres. Ça, tout simplement. Et puis après, je pense que pour pallier la problématique des délais, notamment, et d'alimenter l'étranger par toutes ces femmes qui ont besoin d'un don d'ovocytes, il faut trouver des solutions. Donc, soit des campagnes plus percutantes pour sensibiliser la population, et à mon sens, c'est mon avis personnel, de dédommager ces dons pour les femmes qui les font. Et pareil pour les hommes, s'il y a besoin de donneurs, eh bien, il faut éventuellement les dédommager si besoin. C'est pas grave. C'est pas un commerce et les gens n'en feront pas un commerce. Et faisons des registres pour limiter le nombre de dons, des registres nationaux. Si la crainte, c'est que les gens en fassent un business. Des donneurs professionnels. Et voilà. Et dans ce cas-là, il n'y en aura pas, puisqu'on saura que s'il y a un registre national qui dit qu'on on limite le nombre de dons par personne, homme ou femme, et c'est terminé. Et c'est très simple, en fait. On demandera à notre journaliste préféré, Eva Soto, de nous dresser la liste des départements où les femmes sont majoritairement âgées de moins de 43 ans. Vous nous le ferez pour la semaine prochaine ? J'ai des devoirs en plus. Super. Allez, tout de suite, c'est la chronique, la revue de presse de l'info par Eva Soto. Réfoy. Eva Soto. Radio J. Bonjour Eva, alors cette rubrique, cette chronique, cette revue de presse de l'info, qu'est-ce que j'entends, puis-je ? Bonjour Nicolas. Eh oui, écoutez. Eh oui, elle est toute mignonne, ou tout mignon. Ça, c'est l'introduction de Isn't She Lovely ? Mignonne, Aïcha Maurice. Non, de Stevie Wonder, extrait de l'album Song in the la Key fille of de Life, Stevie Wonder, Aïcha. Sorti en 1976. Et non, vous avez tout faux. Ah bon. L'histoire raconte effectivement
que ce bébé qui pleure, c'est la fille de Stevie Wonder. Mais non, en fait, c'est un bébé enregistré dans une nurserie. Aïcha, sa fille, gazouille, mais un peu plus loin dans la chanson. Il est pas fou, hein, Stevie Wonder, il allait pas mettre en intro les pleurs de sa fille quand même. Si Stevie Wonder avait mis les vrais pleurs de sa fille, Aïcha Morris, et pas ceux remixés d'un bébé anonyme dans une nurserie, il aurait jamais rien vendu. Oui, parce que c'est horrible en fait les cris d'un bébé. Il paraît que c'est fait pour l'être, pour alerter les parents, parce qu'un bébé, ça ne parle pas. Le seul truc que ça peut faire pour se faire entendre, c'est de casser les oreilles de ses parents. Mais Stevie Wonder, lui, est privé du sens de la vue. Il n'a que l'ouïe pour saisir la beauté du monde. Alors avec un mioche qui chiale et à qui, dans la vraie vie, on voudrait en retourner une, il fait l'une des plus iconiques intros de l'histoire de la musique noire américaine. Et heureusement qu'il a cette oreille, hein, Stevie Wonder, puisque des enfants, il en a eu beaucoup, hein, il en a eu 9. 9, réussir à faire 9 enfants sans être obligé, donc sans vivre, par exemple, à Bnei-Brak. Moi, je dis chapeau. Hein. Voilà, je pense à toutes ces mères de famille qui nous écoutent et à qui vous conseillez peut-être d'en retourner une. Là, je pense qu'elles ont raccroché. Là. Parce qu'en France, on en est loin, Eva, on en est loin. Le taux de natalité a baissé de 7% au premier semestre. Entre janvier et juin cette année, 314 400 bébés sont nés, selon les chiffres de l'INSEE, 24 000 de moins qu'en 2022 sur la même période. Une tendance amorcée il y a une dizaine d'années, alors que le nombre de personnes décédées a presque dépassé celui des naissances. Il y en a eu 313 300 des morts. La différence entre les naissances et les décès est désormais proche de 0. Et oui, et le nombre de naissances qui dépend de 2 facteurs, le nombre de femmes en âge de procréer, on en a parlé, et le nombre d'enfants par femme. Selon le démographe Hervé Lebras, interrogé par nos confrères du journal Le Monde, cet indicateur de fécondité est en baisse depuis 2012. Entre 2012 et 2022, on est passé de 2,1 enfants en moyenne par femme à 1,8. L'histoire ne dit pas ce qui fait le plus mal à l'enfant, 2,1 ou 1,8, mais ça c'est un autre débat. Si la baisse actuelle de 7% se prolonge sur l'ensemble de l'année, cela porterait le taux de fécondité à 1,68 enfants par femme. Ça a l'air de faire encore plus mal, au plus bas depuis le milieu des années 1990. Et oui, ça c'est la marotte, l'ancienne de Michel Houellebecq qui parle beaucoup de la démographie. Ça l'intéresse fortement, la fertilité, Michel Houellebecq. Mais ce qui interroge, Eva, ce sont les raisons pour lesquelles la fécondité en France, la plus forte de l'Union européenne, est en train de se tasser. Là encore, le démographe Hervé Lebras explique au Monde l'âge moyen de la mère à la naissance de son premier enfant est passé de 24 ans en 1974, et c'est pas faux, ma mère m'a eu à 25 ans, à 31 ans en 2022. Et si en France, pendant un temps, la forte baisse des naissances chez les femmes de moins de 30 ans était compensée par le nombre de naissances chez celles ayant plus de 30 ans, ce n'est plus le cas. Donc en résumé, Eva, les femmes n'ont pas seulement leurs enfants plus tard, elles n'en ont pas. Alors oui, expliquent les démographes, il y a l'angoisse de la guerre en Ukraine, la surangoisse du réchauffement climatique, l'angoisse supplémentaire de la conjoncture économique. Et qu'est-ce qu'on fait pour compenser tout ça ? Eh ben, on bosse. Et comme on bosse, on n'a pas le temps de penser à faire des bébés, à cette charge supplémentaire, un enfant. Oui, c'est un bonheur, mais aussi une charge. Et puis, selon les enquêtes, nous, on n'y est pour rien, les nanas. C'est à cause de vous, les mecs, qui en foutent toujours pas une rame. Ils le disent pas comme ça parce que c'est des démographes, hein. Mais les hommes qui ne participent pas beaucoup plus aux tâches domestiques, moi, c'est comme ça que je les traduis. 125 millions de spermatozoïdes journaliers, comme ça, c'est perdu. Oui, Eva, perdu. qu'est-ce qu'on va devenir ? L'humanité, 125 millions par jour. Mais je sais pas, proposez peut-être votre blouson. Lâchez ce blouson immédiatement. Merci Eva Soto pour cette revue de la presse. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, professeur, cette chronique démographique ? Les femmes ne font plus d'enfants et les hommes, la qualité de leurs spermatozoïdes, vous l'aviez dit en première partie, qui baisse. On peut considérer ça un peu inquiétant pour le renouvellement des générations. Mais c'est une tendance dans tous les pays industrialisés. Donc, de toute façon, il va falloir faire avec. On est encore les mieux lotis au niveau de l'Union européenne, donc c'est pire dans 1,8 en France. c'est pire dans les autres pays à peu près équivalents au niveau industriel. Donc
On continue à favoriser. On est dans un pays quand même où on favorise. On a des politiques quand même qui sont pro-natalistes, qui favorisent la natalité, avec la sécurité sociale, etc. Tout ce qui est allocation, donc école gratuite. On a quand même des gros avantages. Donc on sera. Mais malgré ça, on a l'impression qu'on est un peu sous perfusion aujourd'hui. Donc c'est nécessairement inquiétant. Mais il va falloir une prise de conscience, mais on peut pas obliger des gens à avoir des enfants s'ils en veulent pas non plus. Bon, on va voir ça dans la chronique suivante avec le docteur Vladimir Mitz qui, je sais pas, peut-être fait des enfants cet été. Il revient, il est en pleine forme. Radio à J. tous. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Docteur Vladimir Mitz, alors, bel été. Bonjour à tous. Bel été et super émission. La maternité peut être un endroit de progrès chirurgicaux. C'est un endroit de bonheur. Alors, vous nous parlez aujourd'hui de l'asepsie chirurgicale, et notamment d'un certain Semmelweis. Déjà, présentez-le nous, ce Semmelweis. Oui, voilà. Je vous parle d'un temps où les femmes accouchaient et pouvaient mourir. C'était un peu plus d'un siècle et demi. Dans les années 1840-50, c'était très dangereux d'accoucher dans certains hôpitaux de Vienne. Il y avait deux centres très importants. Semmelweis, qui était un jeune chirurgien qui avait été élevé en Hongrie, est arrivé dans cet hôpital de Vienne pour faire ses études et pour progresser. Et dans cet hôpital de Vienne, il y avait un service de maternité dans lequel les chirurgiens et les jeunes chirurgiens venaient accoucher pour apprendre. Et juste à côté, il y avait un autre service un petit peu plus petit, mais où l'accouchement se faisait par des sages-femmes. Et c'est encore vrai, je pense, aujourd'hui. Moi, j'ai adoré de faire de la gynécologie et de l'obstétrique. Les sages-femmes accouchent remarquablement bien, beaucoup plus souvent que les hommes. Et là, dans cet hôpital, qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, figurez-vous que dans le service où il y avait les médecins qui accouchaient, il y avait presque 18% de morts d'une maladie terrible qui s'appelle la fièvre puerpérale. Quelques jours après leur accouchement, il se produisait une infection et impossible de les sauver. Et c'est une époque où les microbes n'existaient pas. Les microbes, c'est 1865, Pasteur. Et donc cette fièvre puerpérale qui tuait tellement, elle a provoqué chez Semmelweis une réaction de recherche. Il s'est dit, mais comment ça se fait que dans un service, il y a moins de 2% de morts, et dans le service où moi je travaille, il y a 18%. Il avait un très bon ami qui était aussi chirurgien et qui allait faire des autopsies. Et ce chirurgien s'est blessé à la morgue. À une main ? À une main. Et quand il est revenu, quelques jours après, il a attrapé une fièvre puerpérale et il est mort. Tilt. Semmelweis. Il s'est dit, non, cela vient de la morgue. Cela vient du fait que les étudiants en médecine et les jeunes chirurgiens qui venaient travailler dans le service trempaient les mains en quelque sorte dans des saletés. Et quand ils venaient pour opérer et accoucher en urgence, ils ne se lavaient pas les mains. Semmelweis était d'origine juive. Sa famille avait été convertie. Et n'oubliez pas que dans la Bible, c'est très très important de se laver les mains. L'hygiène est quelque chose qui est fondamental. Mais à cette époque, quand Semmelweis a dit « la cause de la mort de ces femmes, elle vient exactement du fait qu'on ne se lave pas les mains, et il faut qu'on se nettoie les mains avec l'équivalent de l'eau de Javel avant de faire quoi que ce soit. » J'allais vous demander avec quoi il se les lavait alors. Il se les lavait à l'eau, et lui, il a recommandé l'hypochlorite de soude, qui est de l'eau de Javel. Mais malheureusement, ça a été très mal pris. Très très mal accepté par la communauté chirurgicale, parce que les gens ont dit « vous êtes bien gentils, nous on est chirurgiens, on sait ce qu'on fait, laissez-nous tranquilles ». Il a été renvoyé. Il a été renvoyé, et c'était terrible. Et petit à petit, quand même, ces idées ont triomphé, heureusement, et l'asepsie, en quelque sorte, était née. Mais la vraie asepsie, elle est née avec Lister en 1865, parce que c'est ce Lister qui a prouvé que c'était les microbes que Pasteur venait de décrire qui étaient la cause des infections. Alors, racontez-nous peut-être aujourd'hui comment ça se passe, le protocole quand on rentre dans une salle d'opération. Que faut-il faire, professeur ? C'est monastique. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que c'est un rituel assez extraordinaire. Ça prend combien de temps alors aujourd'hui quand on entre en salle d'opération? Brossage de 10 minutes, non ? Non, pas 10 minutes, mais il a été réduit parce qu'il y a des nouveaux produits. Il y a des nouveaux produits.
Mais c'est on va dire 3 minutes. C'est quoi les nouveaux produits ? 3 bonnes minutes de lavage de main. En fait, c'est les solutions, c'est les gels hydroalcooliques qu'on a maintenant, qu'on utilise. En fait, on fait un premier lavage. Avant, on se lavait, quand moi j'ai commencé, on se lavait à la bétadine, mais qui mettait des traces marron partout. Et on se lavait, j'avais fait des stages d'orthopédie, je les voyais se brosser pendant quasiment pas loin de 10 minutes. Et puis maintenant, en fait, on sait que si on peut se brosser les mains pendant 3 minutes à peu près, on fait une grosse minute avec du savon doux, et après on se sèche, et ensuite on met du gel hydroalcoolique avec lequel on fait des frictions, mais vraiment une friction un peu soutenue, et à tous les endroits, parce que c'est pas un lavage de main classique où on va se... Il faut bien passer entre les mains. On sait qu'il y a les côtés des mains qui sont plus difficiles à nettoyer. Et voilà, donc c'est un petit peu méthodique. Et puis après, il faut se rincer. Quand on se rince les mains aussi, ça prend du temps. Il y a un sens. Il y a un sens parce qu'il ne faut pas faire revenir les bactéries vers le bas, puisqu'on va opérer avec nos mains. Donc en fait, quand on se rince les mains, on est les mains. Pourquoi on voit toujours les mains en l'air, les bras en l'air. Mais de la même manière, on se rince les mains en partant du bas, et on passe sous un robinet d'eau en remontant, pour que l'eau ne fasse qu'aller dans le sens descendant. Et on considère que les coudes sont septiques, donc sont sales. Et donc, pour que la partie du haut ou les mains soient propres. Oui, il n'y a pas que ça. Après, il y a les gants. Il y a les gants, les champs, le changement de gants. Villain avait montré que au bout d'une heure, les microbes reviennent à la surface de la peau. Et donc, normalement, on doit se changer les gants après 1 heure de travail quand on est chirurgien. Je voulais rappeler quelque chose qui est important pour Semmelweis. C'est qu'il a tellement été mal aimé qu'il a fini fou. Enfermé. Il ne saurait jamais laver les mains. Et ben voilà. Et vous savez aussi que Céline a écrit sa thèse. Et Céline a écrit sa thèse sur Détouche. Oui, sur Semmelweis. C'est une thèse qui est très très fameuse parce qu'on s'est toujours demandé, mais pourquoi est-ce qu'il a écrit cette thèse sur ce type phénoménal finalement ? Est-ce que c'était aussi parce qu'il était juif, puisqu'on sait que Céline était d'un antisémitisme notoire. En tout cas, l'asepsie, c'est quelque chose qui est très important et auquel on ne pense pas assez, même quand on n'est pas chirurgien. Je trouve qu'il y a derrière cette philosophie de la propreté dans la vie quotidienne pour les gens de se laver plus les mains. Eh ben c'est ce qu'on les gestes barrières pendant toute l'épidémie de Covid. Voilà, comme quand il y a eu le Covid, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel et que l'on doit retenir, surtout quand on a des enfants. Une des causes les plus difficiles peut-être, un des soins les plus difficiles, c'est de langer les enfants, de les nettoyer et de ne pas se contaminer ou de contaminer les autres. Il y avait eu un chiffre là, pendant l'épidémie de Covid avec le nombre de microbes chaque minute qui apparaissaient sur les mains. Et la levée brutale des mesures barrières, on a cette année la plus grosse épidémie de grippe avec 20 000 décès. Et on ne peut pas ignorer le fait que la population en avait un petit peu assez des mesures barrières. J'aimerais qu'on termine cette émission. Merci, Dr Vladimir Mitz. Et à la semaine prochaine, qu'on termine cette émission avec des histoires extraordinaires, puisque votre livre, je le rappelle, professeur Michael Greenberg, s'appelle, vous êtes venu pour 2 livres aujourd'hui, mais il y en a un qui s'appelle 10 histoires extraordinaires de naissance, je le rappelle, paru chez Flammarion. On se rappelle tous du débat autour de la PMA et d'un des slogans de la Manif pour tous. Un enfant, un papa, une maman, pas 2 papas ou 2 mamans. Une réalité qui n'a pas tardé à dépasser les mots si l'on en juge par l'histoire ou les 2 histoires que vous racontez dans votre ouvrage. Parlez-nous peut-être de Kelly. Je rappelle qu'elle est en 2018, la PMA est alors réservée aux couples hétéros, et ce qui a changé en 2021. Alors en fait, c'est des femmes. Il y en a pas mal autour de cette thématique-là. Oui, les histoires sont assez extraordinaires. J'ai eu des couples un couple de femmes avec une femme qui était femme pour l'état civil et une jeune femme un peu boulotte et l'autre qui naît homme mais qui se sent femme. Une jeune femme qui est homme et qui n'est pas un travesti, même si c'est quelqu'un qui s'habille, c'est quelqu'un qui devient transsexuel, donc qui change de sexe. Donc qui était un homme et qui devient une femme aux yeux de l'état civil normalement. De l'état civil français. Sauf que cet homme-là avait été italien et avait gardé des papiers italiens. Et en fait, à l'époque, on ne pouvait pas utiliser, c'était il y a quelques années, il n'y avait pas de PMA pour 2 femmes. Ça n'existait pas. Et pourtant, pour l'état civil français, c'était 2 femmes.
Donc en fait, on s'est servi de cette pièce d'identité italienne, puisqu'on pouvait le faire, puisque on a le droit de venir quand on... Il y a une double nationalité, là. Il avait la double nationalité, il avait gardé sa carte d'identité, et c'est vrai qu'il y a une forte identitovigilance. C'est hyper important pour comprendre aisément quand on est dans un centre de FIV, la hantise de tout le monde et de tous les patients et des soignants, c'est de mélanger. Il ne faut pas se tromper. Donc en fait, on n'arrête pas de demander les pièces d'identité, etc., de vérifier. Et là, en fait, je me suis dit, le seul moyen que j'ai de les aider, c'est d'utiliser cette pièce d'identité, de cet homme, mais qui était femme, habillé en femme, qui prenait des traitements hormonaux pour s'enlever les hormones masculines, donc c'était une femme, mais pour qu'il produise des spermatozoïdes, parce que ces traitements sont bloquants de la production de spermatozoïdes. Vous expliquez que c'est assez compliqué. Il fallait que je lui demande d'arrêter de prendre ces traitements. Donc en gros, qu'il redevienne un homme quelque part, pour reproduire des spermatos. Ce qu'il a fait, mais ça voulait dire que... Mais c'est une femme, il se sent femme, il s'est toujours senti femme. Et sa compagne ne voulait pas d'un rapport avec un homme. Voilà, et en fait, il venait dans la salle d'attente, et on a vu, parce qu'il faut attendre 3 mois pour produire des spermatozoïdes, et on voyait cet homme, cette femme, qui était finalement redevenir avec une pilosité, et continuer à s'habiller en femme, parce qu'elle c'est comme ça qu'elle était, et qu'elle s'habillait tout le temps. Donc on la voyait avec des décolletés, et des poils vraiment velus, quoi. C'était une salle d'attente commune, donc c'est vrai que les gens se disaient mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, et ça a perturbé pas mal de monde, y compris dans les soignants d'ailleurs. Et c'est vrai que dans ce livre-là, il y a pas mal d'anecdotes qui aussi mettent à mal certains des personnels soignants qui sont dans la difficulté d'accepter des choses quand elles sont un peu border comme ça. Bon, c'est une histoire qui finit bien, ils ont eu leur enfant, il a pu... Elle ne supportait pas d'être redevenu lui. Mais oui. Vous l'opérez pour aller en chercher dans les testicules, pour procéder à cette ICSI dont vous parliez, qui produit 2 embryons. Lui est donc devenu mère après avoir été déjà 2 fois père. Ouais, parce qu'il avait déjà eu des enfants à l'époque, il était avec une autre femme. Bon, il y a 9 autres histoires tout aussi plus étonnantes les unes que les autres dans cet ouvrage à découvrir. Donc dans l'un de vos 2 ouvrages, professeur Michael Greenberg, vous êtes venu ce soir dans Réfoy. Je rappelle le titre de vos 2 ouvrages, Les secrets de la PMA, aux éditions Marabout, et 10 histoires extraordinaires de naissance chez Flammarion. Merci d'être venu nous rendre visite. Et puis, nous, on va aller faire des enfants maintenant. On va voir comment ça... Docteur Mitz, allez, immédiatement. C'est parti immédiatement. Merci, professeur Greenberg. Merci à vous. Et merci à bientôt sur Radio J.